We have before us the opportunity to forge a new world order. Ladies and gentlemen, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Am Israël Chai. Très chers auditeurs de RFM, bonjour et bienvenue pour le retour de l'émission Chronique de la paix universelle. Je suis Julien de RFM et vous me retrouverez désormais chaque mois en compagnie de Youssef Indy et Geroid O'Colmain pour découvrir, analyser et commenter les événements les plus importants et les plus récents concernant la politique étrangère. Vaste programme aujourd'hui. Nous allons donc parler de la géopolitique du Proche-Orient avec les accidents, les incendies ou possibles attentats, notamment en Irak, en Syrie, et spécialement au Liban et en Iran, avec l'avancée d'Israël dans son effort pour disloquer les pays frontaliers. Nous ferons un point sur les tensions électorales en Biélorussie et les tentatives de putsch concernant le président Loukachenko. Et pour finir, nous parlerons des protestations anti-Covid en Allemagne et en Hollande, qui sont bien plus virulentes qu'en France et qui mobilisent bien plus de médecins. J'invite donc Geroid, qui est spécialiste de la Biélorussie et des tensions qui sont en train actuellement d'acculer le pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Loukachenko ? Bonjour. Bon, je ne suis pas spécialiste, moi je déteste ces mots parce que j'entends qu'il y a des spécialistes et puis de moi qui ne sont pas des spécialistes et moi non plus. Mais je dirais que je suis la politique en Biélorussie depuis longtemps parce que ils ont les mondialistes, l'Occident, pour ainsi dire, a essayé de renverser le président Alexander Loukachenko plusieurs fois. Donc, en 2010, ils ont fait une tentative de coup d'État après les élections qui s'est échouée. Le complot a été démantelé par le KGB. Là, il y a le KGB qui est encore en place. C'est la même structure que l'Union soviétique. Ils sont très professionnels, très compétents. Et ils ont en fait publié tous les documents concernant les manifestants, leur financement qui était derrière, etc. Il s'avérait que c'était des réseaux de départements américains, surtout National Endowment for Democracy, en lien avec des groupuscules financés par George Soros. Donc, la révolution colorée qui a fonctionné, qui a marché en Ukraine, ne marche pas en Biélorussie pour la simple raison que le président est très populaire. Ce qui se passait en Biélorussie après la chute de l'Union soviétique, c'est que Alexander Loukachenko était directeur d'une ferme collective et c'est quelqu'un qui s'opposait en fait à la dissolution de l'Union soviétique. Il savait que c'était promu par des oligarques au sein même du Parti communiste et qu'ils voulaient que privatiser l'Union soviétique pour leurs propres intérêts. Depuis quand est-il au pouvoir ? Il est au pouvoir depuis 1994. Juste après la chute de l'Union soviétique, oui. Il est arrivé au moment... Et il faut contextualiser tout ça parce qu'il faut savoir que c'était la période où la gauche était au pouvoir aux États-Unis. Le Parti démocrate était au pouvoir à partir de ce moment-là. Vous avez Clinton qui était très proche de Yeltsin et des scènes assez embarrassantes pour les Russes où le président était ivre dans des conférences de presse avec Clinton, etc. Et c'était à une époque où on adorait la Russie. On adorait la Russie ivre, incompétent, qui vendait tous ses biens aux Occidentaux. Donc, à l'époque, les Européens et les Américains pensaient pouvoir dominer la Russie. Loukachenko a été un grand obstacle à ce projet d'une expansion de l'OTAN aussi vers l'Est. Donc, l'enjeu géopolitique, c'est le plan de l'OTAN, et surtout ici maintenant de l'Union européenne, parce que les États-Unis se retirent de plus en plus de l'OTAN. Mais c'est surtout la tentative d'une expansion vers l'Est de l'OTAN et d'être à la frontière avec la Russie. Donc, l'opposition est aidée par la Pologne, par la Lituanie,
et par l'Union européenne, je dirais l'État profond américain. L'implication de Trump est une question, je pense que Mike Pompeo, de toute façon, n'est pas du tout fiable comme chef Department of State. Le département de l'État des États-Unis a toujours faisait partie de l'État profond. Ils agissent parfois très autonomes, très difficiles à contrôler par la Maison-Blanche. Donc, je dirais que du point de vue idéologique, on pourrait comparer Loukachenko à Trump. Loukachenko, par exemple, a beaucoup amélioré les relations avec les États-Unis depuis l'arrivée de Trump. Il admire Trump, il l'a dit lui-même. Il a dit aussi que Trump, c'est un nationaliste américain, donc il ne va pas nous aider non plus. Donc, la Russie reste quand même une puissance géopolitique rivale et que peut-être ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, si on regarde l'opposition à Loukachenko du point de vue idéologique, c'est la gauche libertaire, c'est des étudiants. Les étudiants financés par l'Occident. Et donc, vous avez les deux aspects, l'idée de privatiser l'économie et puis de libéraliser les mœurs, de détruire les traditions, etc. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passait là-bas, c'est quelqu'un qui a maintenu l'hégémonie de l'État dans la production. Donc, c'était extrêmement productif comme économie, beaucoup plus productif que les autres, comme la Lituanie, etc., qui ont vu leur jeunesse quitter le pays pour aller en Occident travailler. En Biélorussie, il y a pratiquement le plein emploi. Donc, le secteur industriel est très, très fort. Ils produisent beaucoup de tracteurs, beaucoup de l'industrie lourde, parce que la Biélorussie était l'État soviétique le plus performant pour l'Union soviétique. C'était le plus développé. Et donc, c'était à l'époque, Minsk était la ville modèle pour les gens qui arrivaient en Union soviétique. Minsk était très impressionnant, même aujourd'hui, parce que j'étais là en 2011. J'étais invité pour une conférence sur la chute de l'Union soviétique. Et c'était très intéressant parce que ce qui rejoignait à l'époque là-bas, c'était des staliniens comme moi à l'époque, des gens qui défendaient l'Union soviétique, surtout la période de Staline. Et il y avait de l'autre côté, il y avait des gens de droite, des gens des nationalistes, des patriotes, etc. Donc, en fait, la gauche et la droite se réunissaient là-bas. C'était très intéressant, les échanges. Gauche du travail et droite des valeurs. Oui, sorte. Ouais. C'est ça. En fait, pour moi, ça a beaucoup influencé mon évolution parce que je me suis rendu compte que ce que la gauche voyait en Loukachenko, c'était, par exemple, Chavez à l'époque disait que la Biélorussie était un État modèle. Et ce qu'on voyait, c'était un État de plein emploi, pratiquement, on dirait, socialiste. Moi, je pense, c'est comme ça que je l'ai regardé. La droite voyait plutôt un pays qui a maintenu ses traditions. Donc, pour la droite, c'était plutôt de famille, travail, patrie. Et c'était aussi vrai. Et je dirais aujourd'hui que la droite avait plus de raisons que moi. Ce n'est pas un État socialiste, c'est plutôt la doctrine travail là-bas, c'est plutôt collaboration de classe. Donc, il n'y a plus de symbolisme socialiste. Ils ne se voient pas du tout. Ils disent que c'est une économie socialement orientée. Donc, c'est-à-dire que ça ressemble, à mon avis, plus à la doctrine sociale de l'Église que de socialisme. Essayer de faire un corps avec toutes les classes plutôt que de mettre les classes tout à fait. en lutte entre elles. Donc, c'est un modèle qui marche parce que il y a énormément d'investissements en services publics, éducation, santé. Les jeunes sont très, très éduqués. Et en fait, c'est un pays qui noue des relations diplomatiques avec tout le monde. En Amérique latine, en Afrique, en Chine. Et qui fait partie, bien évidemment, du bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Union euro-asiatique avec la Russie. Un autre point, je pense, important sur la Biélorussie, c'est que Loukachenko a dû, il a dû équilibrer beaucoup de forces parce que la Russie est un ami, bien évidemment. Ils ont un contrat militaire avec eux, donc il y a un contrat de défense. Dans un cas d'urgence, la Russie est pratiquement obligée d'intervenir.
Donc, mais en même temps, l'État est souverain, donc il fallait, quand ils ont vu ce qui se passait en Ukraine, Loukachenko a décidé de jouer, de juguler en fait l'Union européenne contre la Russie, parfois la Russie contre l'Union européenne. Ça, il a toujours eu une relation assez compliquée avec Vladimir Poutine. Comme sont deux hommes forts et Loukachenko ne se laisse pas faire. Il demande toujours d'augmenter les prix parce qu'il y a le transit de pétrole de la Russie, l'indépendance de pétrole, etc. Et donc, il y a toujours eu des tensions, parfois même des guerres médiatiques entre la Russie et la Biélorussie. Bien moi, Loukachenko, je pense que son attitude, c'est la Russie dépend de nous aussi. Et nous sommes essentiels pour leur sécurité. Et du coup, il joue beaucoup sur ça. Est-ce que vous pensez, du coup, vu toutes les attaques atlantistes que subit Loukachenko en ce moment, qu'il va essayer de se rapprocher un peu plus de Vladimir Poutine? Ou qu'il va essayer de résister Oui, il le dit lui-même. Il parle au téléphone avec Vladimir Poutine. Je ne vois pas comment la Russie pourrait lâcher Loukachenko parce que avec l'instabilité en Biélorussie, ça va avoir un énorme impact. Je pense que les militaires russes ne vont pas tolérer une instabilité en Biélorussie. Je ne pense pas d'ailleurs que la tentative de coup d'État va marcher. Loukachenko est trop fort, il est extrêmement intelligent. Il a un énorme soutien parce que je pense que les gens en Occident ne comprennent pas l'idée qu'un leader puisse avoir une vote de 80%. Mais la raison pour laquelle est simple, nous n'avons jamais eu de leader populaire. Donc on ne sait pas ce que c'est un leader populaire en Europe. Et un leader populaire est douteux. Vous imaginez, si on avait eu ça en France, si on avait un leader populaire, je pense qu'il aurait le même soutien, il aurait un énorme soutien. Donc, quand on voit des leaders comme Loukachenko, Assad, etc., qui ont un énorme soutien, c'est parce que effectivement, quand un leader est vraiment là pour le bien public et il défend la sécurité nationale, il est populaire. Et donc, il n'y a pas non plus d'opposition à Loukachenko, simplement parce que la politique de Loukachenko est basée sur la loi naturelle, c'est-à-dire le bon sens. Donc, c'est-à-dire que l'industrie privée doit aussi avoir une utilité publique, que le président est là pour être arbitre entre les différentes associations, etc. Donc, alors, vous décrivez la Biélorussie vraiment comme un État assez fonctionnel, très productif, qui fonctionne par lui-même. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que vous pensez que son sort sera meilleur que celui de l'Ukraine? Oui, parce que l'Ukraine était rongée par la corruption. Donc, il y avait déjà un leader faible. Yanukovych était faible. Il n'avait pas du tout le contrôle du territoire que Loukachenko a. Ils n'ont pas eu la crédibilité. Et puis, l'économie de Biélorussie est très forte. Ils ont une industrie très développée, très organisée. Donc, c'est très, très difficile à casser tout ça. L'opposition à Loukachenko. Quelque chose aussi, une grande différence avec l'Ukraine, c'est que l'Ukraine était divisée. Une partie des Ukrainiens était tournée vers l'Occident, vers l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne. Et une autre partie russophone était tournée vers la Russie. Donc, c'était un pays qui était déjà sociologiquement divisé et une division qui a été exacerbée par les forces étrangères, notamment européennes. Eh bien, et j'ai encore une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la crise actuelle en Biélorussie et la crise du Covid? Pourquoi est-ce que les deux sont si proches? Est-ce que pour vous, il y a eu une opportunité pour les atlantistes d'utiliser le Covid pour attaquer spécifiquement la Biélorussie en ce moment? Ce qui est assez ridicule, c'est que vous avez d'abord, Loukachenko n'était pas d'accord avec
le Covid-19. Elle n'était pas d'accord avec l'idée que c'était une maladie grave qui menaçait l'humanité. Il a décrit ça comme une escroquerie. Oui, absolument. Depuis le début, il n'était pas le seul, mais comme plusieurs leaders dans le monde. Mais lui, il a compris que c'était économique et politique et pas médical. Il a dit ça même récemment. Il a répété que Covid-19 est un projet, un agenda économique et politique, n'a rien à voir avec la médecine. Donc, et il a dit il vaut mieux mourir au début que de mourir de la peur. Il y a aussi cette virilité chez lui. C'est quelqu'un qui fait le sport, il est très... il y a un énorme... comment dirais-je oui, un volontarisme national dans tous les sens. Donc, et le bon sens règne là-bas. Donc, c'était pas du tout étonnant que Loukachenko n'a pas fait confinement. Là-bas, par exemple, on dit dans les médias, on raconte les gens qui survivent de Covid-19 tous les jours. En fait, c'est l'opposé ici. Ici, on dit si quelqu'un meurt de Covid-19, c'est partout dans le média. Là-bas, il raconte les gens qui ne meurent pas, qui survivent. Les gens qui survivent du Covid-19. Qui est la majorité. En fait, c'est assez intéressant. Et en fait, ça montre aussi que, en fait, c'est une économie, pour reprendre une phrase de Jacques Attali, c'est une économie positive. C'est vrai, c'est une vraie économie positive. Et donc, ça m'étonne que la gauche occidentale ne s'intéresse pas du tout à ça. Surtout les gens qui pensent être opposés au néolibéralisme ne s'intéressent pas du tout à une économie qui n'est pas du tout dictée par le néolibéralisme. Mais ils soutiennent, bien évidemment, les marionnettes du néolibéralisme. Mais ça ne va pas marcher, à mon avis, sauf si la Russie le lâche. Je ne vois pas comment il pourrait le faire. Mais juste un autre point important, c'est que la Biélorussie étudie l'Occident depuis longtemps. Il y a une jeunesse universitaire très formée en tout ça. On écrit des doctorats là-bas sur le nouvel ordre mondial. Donc, ils comprennent en fait leurs ennemis. Et le peuple est conscient de lui. Donc, les étudiants qui sont manipulés sont des incultes, généralement. Donc, ils n'ont pas vraiment un pouvoir. Et je pense que sans l'implication forte des États-Unis, ça ne va pas marcher. Et je ne vois pas du tout Trump s'impliquer dans cette affaire parce qu'il est déjà en guerre civile lui-même. Il ne veut pas du tout un conflit avec la Russie. Mais le danger, c'est l'État profond américain, le département de l'État et toutes les agences qui sont liées à le département de l'État, et surtout Soros, etc. Ça, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ce qui est assez ridicule, que vous avez des gens dans les rues, des jeunes qui manifestent contre un leader qui refuse de mettre tout le monde en prison. En fait, les gens veulent aller en prison. Ça montre le degré de l'absurdité dans lequel nous sommes en Occident. On parle bien de la quarantaine. Il n'y a pas de confusion. Quand on dit prison, c'est la quarantaine. La quarantaine. Donc, résidence surveillée. Quelqu'un qui ne veut pas mettre tout le monde en prison, il faut le dégager. Et comme le FMI a essayé de lui donner un pourboire, récemment. Un gros pourboire quand même. Oui. Si je rappelle, les gens en quarantine, quoi. Ouais. Donc le FMI a proposé 940 millions de dollars à Loukachenko s'il acceptait de mettre en œuvre des mesures de confinement et de faire adopter le masque à tout son peuple. C'est une forme de soudoiement, quoi. Oui, quand j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs conseillers de Loukachenko. Je dirais que j'étais invité à la campagne une fois dans un ferme, d'un simple fermier. Et ce qui m'a frappé sur le pays, c'est qu'en fait, il a maintenu tout ce qui est bien, tout ce qui marchait. L'agriculture est très forte. Et en fait, c'est un pays qui fait la promotion de la famille, même si l'avortement existe là-bas, c'est même assez libéral. Il y a, par exemple, ils encouragent la naissance. Donc, l'avortement existe, mais très peu favorisé. Oui. Très peu encouragé. La famille est encouragée, et du coup, vous avez des valeurs traditionnelles.
qui sont dominantes là-bas, et c'est la raison pour laquelle il est diabolisé en Occident. Bien évidemment, ils veulent mettre LGBT, toute la perversité occidentale, ils veulent le pousser là-bas, mais ce n'est pas suffisamment fort là-bas pour renverser le pouvoir. Il faudrait une armée, il faudrait des mercenaires, etc. Il faudrait attaquer directement, quoi. Oui, je pense. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Eh bien, nous allons maintenant enchaîner avec Youssef Indy, qui va nous parler des récents événements qui se sont déroulés au Proche-Orient, et spécialement les explosions accidentelles ou possibles attentats qui sont survenus notamment en Iran et au Liban. Youssef ? Alors, ce que je vais présenter ici, c'est une partie d'un dossier que j'ai produit récemment, une étude sur Stratégica. Voilà, qui a pour titre La géopolitique du pyromane. Alors, c'est une enquête géopolitique. J'ai appelé ça enquête géopolitique, qui vise à suivre les différents faisceaux de preuves sur une zone élargie, c'est-à-dire pas seulement le Liban, mais Liban, Syrie, Irak, Émirats arabes unis et Iran. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à Beyrouth sans refaire la chronologie, notamment des explosions qui ont eu lieu dans tout le Proche-Orient. Donc il y a une continuité, il y a nécessairement une stratégie, parce qu'une explosion, 2 explosions, 3 explosions dans une même zone géographique, on peut dire que c'est... En Iran, on arrive quand même à 8 en un mois. Oui, alors je vais les énumérer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je renvoie les auditeurs au dossier. Ils peuvent le retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Hein. J'invite les gens à aller sur les pages Facebook, Twitter, VK, etc. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous demandent où sont nos articles, nos dossiers, etc. Mais suivez les réseaux sociaux et vous aurez tous les liens nécessaires. Alors, on va commencer par l'Iran. Parce que la plupart des analystes qui ont traité de l'explosion à Beyrouth se sont focalisés sur l'explosion à Beyrouth. Et alors que si on remonte simplement 2-3 mois en arrière, là, on est édifié par les événements qui ont eu lieu. Alors, je commence. Donc, on est en Iran. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2020, juin 2020, une explosion est survenue près du site militaire de Parchin. D'après le New York Times, les images satellites montrent qu'il s'agirait d'une usine de production de missiles. Les autorités ont conclu à une fuite de gaz. On reviendra sur la position des autorités iraniennes. Le 30 juin 2020, 18 personnes sont mortes dans une explosion qui a frappé une clinique à Téhéran. D'après des responsables iraniens, des bonbonnes de gaz auraient pris feu sous le sous-sol de l'établissement. Le 2 juillet 2020, une déflagration suivie d'un incendie a touché le complexe nucléaire de Natanz, où sont assemblés et testés des centrifuges avancés utilisés pour la production d'uranium enrichi. Des dégâts qui pourraient ralentir les activités nucléaires de l'Iran. Les autorités iraniennes ont dans un premier temps évoqué un accident, avant de déclarer qu'elles n'en dévoileraient pas les causes pour le moment pour des raisons de sécurité. Finalement, le 23 août dernier, elles ont admis qu'il s'agissait d'un sabotage. 3 jours après l'incendie, un responsable d'un service de renseignement au Proche-Orient, sous couvert d'anonymat, a assuré au New York Times que l'État d'Israël était responsable de cette attaque. Les Israéliens auraient, d'après lui, posé une puissante bombe dans le bâtiment. Un membre des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Pasdaran, bien informé, a lui aussi confirmé qu'une bombe a été utilisée. Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, n'a pas démenti l'implication israélienne. Il s'est contenté de dire lors d'une interview radiophonique, je cite Benny Gantz, « Tout le monde peut nous suspecter en tout et tout le temps, mais je ne pense pas que ce soit correct. Tous les événements qui se produisent en Iran ne sont pas nécessairement liés à nous. » Fin de citation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, lors d'une conférence organisée le 5 juillet dernier,
par les journaux Ma'ariv et The Jerusalem Post, a déclaré, je cite, Gabi Ashkenazi, « On ne peut pas permettre à l'Iran d'avoir des capacités nucléaires. À cette fin, a-t-il précisé, nous prenons des mesures qu'il vaut mieux taire. » Fin de citation. Ensuite, le 4 juillet 2020, donc 2 jours après l'explosion dans le complexe nucléaire à Natanz. Donc le 4 juillet 2020 a eu lieu une explosion à la centrale électrique d'Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran. S'en est suivi un incendie dans un transformateur de la centrale, entraînant une coupure de courant. Selon un journaliste, l'explosion pourrait s'expliquer par un pic de chaleur dans la région où la température a atteint 47 degrés dans l'après-midi. Bon, fuite de gaz, de température élevée. Pic de chaleur qui fait une explosion, c'est quand même rare, non? Je suis pas spécialiste, mais bref, on va continuer. Continuons. Toujours le 4 juillet 2020, le même jour, il y a eu une fuite de gaz chloré au complexe pétrochimique du port de Bandar Emam Khomeini dans le golfe Persique. Quelques employés ont été blessés après avoir été exposés au gaz, précise le directeur de la centrale. 3 jours plus tard, le 7 juillet 2020, 2 personnes sont mortes lors d'une explosion dans une usine à une vingtaine de kilomètres de Téhéran. Le 15 juillet 2020, une semaine plus tard, un incendie de grande ampleur se déclare sur un chantier naval du port de Bushehr, donc dans le sud-ouest de l'Iran, endommageant 7 bateaux en construction sans faire de victimes. L'origine de l'incendie n'a pas été communiquée. La province de Bushehr habite la centrale éponyme, centrale nucléaire éponyme, la seule du pays à ce jour qui produit 1000 MW d'électricité. Le 19 juillet 2020, 4 jours plus tard, une explosion a retenti dans une centrale électrique de la province d'Isfahan, dans le centre de l'Iran. L'agence de presse officielle de la République islamique d'Iran, IRNA, a avancé que l'accident était provoqué par des équipements défectueux. Alors, évidemment, tous les regards se sont tournés vers Israël et ses services secrets. Même le journal Le Parisien l'a évoqué. Accoutumé aux actions clandestines. Mais l'État iranien se refuse d'accuser publiquement l'État hébreu et préfère parler d'accident pour ne pas paraître vulnérable. Ce qui se comprend. Le New York Times écrit à ce propos, donc je vais citer le New York Times. Toujours bien informé parce que les journalistes du New York Times sont en contact, disons presque permanent, avec des membres des services secrets israéliens ou des militaires israéliens et d'autres journalistes israéliens, bien sûr. Je cite le New York Times, « Bien qu'il n'y ait aucun moyen de vérifier son implication de manière indépendante, le réseau de renseignement israélien a montré sa capacité à frapper au cœur de l'Iran, en pénétrant par effraction dans un entrepôt de Téhéran en 2018 et en volant une demi-tonne de dossiers secrets documentant le projet nucléaire iranien et en le faisant sortir du pays. Beaucoup de ces dossiers ont été remis par le Mossad, l'agence d'espionnage israélienne, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, avec de nombreux nouveaux indices sur les endroits où l'Iran pourrait cacher du matériel et des matières premières interdites. Fin de citation. James Devine, de l'université Mount Allison au New Brunswick, au Canada, n'est pas lui non plus convaincu par la thèse de l'accident. Il écrit « Dans le contexte iranien, on ne peut pas l'exclure. Ce n'est pas inhabituel que les choses ratent ou ne se passent pas comme prévu en Iran. Mais cela étant dit, c'est probablement les Américains ou les Israéliens qui en sont les auteurs. » Fin de citation. Il n'est pas le seul dans le monde universitaire d'ailleurs à avoir la main d'Israël derrière ces accidents. C'est aussi l'opinion de Benjamin Rad, chercheur à l'Université de Californie à Los Angeles. Donc on n'est pas dans des théories fumeuses ou complotistes. Et puis il est avéré que les services secrets israéliens opèrent depuis de nombreuses années en Iran. Je ne parle même pas des scientifiques iraniens qui ont été assassinés et auparavant des scientifiques irakiens aussi qui avaient été assassinés. Il y a eu, comme je l'ai dit en introduction, des incendies notamment en Irak et des explosions et incendies criminels en Syrie. Le 5 août, le lendemain des explosions à Beyrouth, plusieurs entrepôts alimentaires et agricoles à Nadjaf en Irak ont été incendiés. En Syrie,
Dans la nuit du 23 au 24 août 2020, une énorme explosion a frappé le principal gazoduc du sud de la Syrie, entre les régions d'Al-Dumayr et d'Adra. L'explosion a plongé toute la Syrie dans l'obscurité. Les ministres du pétrole et de l'électricité se sont exprimés à la télévision d'État et ont confirmé l'explosion du principal gazoduc du pays. L'explosion du gazoduc dans les zones d'Adra et d'Al-Dumayr, au nord-est de la capitale, Damas, est la conséquence d'une attaque terroriste, a affirmé le ministre syrien du pétrole et des ressources minières Ali Ranem, cité par l'agence de presse syrienne Sana, sans toutefois fournir plus de détails. Il a ajouté que cette attaque est la 6e de ce genre contre le gazoduc dans cette zone. Donc là, il ne s'agit pas d'un accident. En juin 2019, Damas avait imputé à un complot étranger l'attaque contre 6 gazoducs sous-marins reliant les pétroliers au port de Banyas. Nous enquêtons toujours, mais il est quasiment certain qu'il s'agisse d'une attaque de Daesh, a déclaré le 24 août l'émissaire américain pour la Syrie, Jim Jeffrey, cité par Reuters lors d'une conférence de presse à Genève. En 2017, il y a eu une série d'attaques de drones qui ont visé des sites de production de pétrole et les raffineries à Damas et à Homs. En février 2020, 4 sites pétroliers et gaziers à Banyas et Ebla ont été ciblés. Le ministre du pétrole, Ali Ranem, avait alors pointé du doigt les terroristes et leur soutien. Ces frappes, en février 2020, sont survenues une semaine après le sabotage par des inconnus des oléoducs offshore de la raffinerie de Banyas, une ville portuaire de Syrie située entre Latakia et Tartous. Un sabotage similaire mené à l'aide d'explosifs posés sur les oléoducs avait eu lieu 6 mois plus tôt. Eh bien, donc vous avez évoqué l'intégralité des accidents et incendies en tout genre qui ont frappé le Proche-Orient en ce moment, qui sont Presque l'intégralité. presque l'intégralité du Proche-Orient, J'ai pas terminé. et qui ont été dénoncés soit comme venant possiblement d'Israël ou venant carrément de Daesh, qui assez étrangement ont les mêmes intérêts. Et par contre, vous avez évoqué la nécessité de parler des relations politiques, économiques, diplomatiques entre toutes les notions du Proche-Orient pour vraiment bien comprendre un événement. Alors par exemple, en quoi est-ce qu'on peut mieux comprendre les récents attentats en Iran de ce point de vue-là? Simplement, pas seulement sur une confrontation Iran-Israël. Alors, les attaques qui ont touché l'Iran, notamment dans un site où production de missiles, site nucléaire, usine, sans centrale nucléaire iranienne, ça a plusieurs objectifs. Un, c'est évidemment ralentir les recherches et les travaux de l'Iran sur le nucléaire, empêcher l'Iran d'être en capacité de produire des têtes nucléaires, des bombes atomiques, le cas échéant, si l'Iran se sent menacé. Moi, je pense qu'ils ont acquis la capacité de le faire. Maintenant, du point de vue israélien, il s'agit de le ralentir. Le fait de frapper tous azimuts l'Iran, des entreprises, des cliniques, des usines, etc., ça a aussi un objectif psychologique, c'est-à-dire déstabiliser psychologiquement même les dirigeants iraniens et démontrer la vulnérabilité de l'Iran. Parce que dans une guerre frontale Iran-Israël, évidemment, Israël ne fait pas le poids. Par contre, une des armes, une des forces de l'État d'Israël, c'est le Mossad, son service d'espionnage, qui est capable de s'infiltrer et de commettre des sabotages, mais également son lobby installé en Occident, tout particulièrement aux États-Unis, qui utilise les États-Unis, et là je vais y venir, comme puissance militaire faisant pression sur les États, notamment l'État iranien, mais également une puissance économique capable d'infliger des sanctions étouffantes pour l'Iran et pas seulement pour l'Iran. Maintenant, on va aborder ce volet, la dimension économique, géoéconomique de ce conflit.
et les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Vous allez comprendre. Alors, le 5 août dernier, aux Émirats arabes unis, un immense feu a pris dans un marché situé dans la zone industrielle d'Ajman. Donc là, on est, je crois que l'incendie à Beyrouth, c'était le 4 août. Et l'explosion à Beyrouth, c'était le 4 août, si ma mémoire est bonne. Et le lendemain, donc, on a cet énorme incendie aux Émirats arabes unis, à Ajman, donc un des 7 Émirats. Détail qui a son importance, ce marché qui a été incendié était un marché iranien. Parce que les liens économiques entre les Émirats arabes unis et l'Iran sont très importants. Les gens l'ignorent en général. Environ, je vais vous donner quelques chiffres, mais je ne vais pas entrer ici dans le détail, environ 500 000 Iraniens vivent aux Émirats arabes unis, sur une population émirati totale de 4 millions d'habitants. Donc c'est 1/8 de la population qui est iranienne. Des habitants, 1/8 des habitants. Donc essentiellement des bourgeois iraniens, dont un certain nombre d'investisseurs qui ont quitté l'Iran avec d'importants capitaux. Le nombre s'est accentué notamment après l'élection de Mahmoud Ahmadinejad. Alors les sanctions économiques appliquées par les États-Unis et sous l'influence du lobby pro-israélien, on va y revenir, contre l'Iran, ont sensiblement réduit les achats de ses clients traditionnels, dont les Émirats arabes unis. Alors 13% des exportations iraniennes en 2018-2019 est en baisse de 12% par rapport à l'année 2017. Sur le plan diplomatique, les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis reflètent leurs relations économiques. En novembre 2019, l'Iran déclarait que ses relations avec les Émirats arabes unis étaient très bonnes, alors que les dirigeants iraniens appelaient au retrait de la flotte américaine du Golfe Persique, ce qui coïncidait avec l'appel d'Abu Dhabi pour des solutions diplomatiques et à la désescalade avec Téhéran. Aujourd'hui, les relations entre l'Iran et les pays voisins et la région du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, sont très bonnes, a affirmé le 10 novembre 2019 lors d'une conférence de presse le brigadier général iranien Qassem Rezaei, commandant des gardes-frontières iraniens. Autrement dit, les sanctions qui ont visé l'Iran ont surtout visé à paralyser tout le système d'échanges commerciaux et tout le système économique qui se développait naturellement entre l'Iran et les pays du Golfe. Oui, notamment. Alors, les sanctions économiques, c'est évidemment pour étouffer l'Iran économiquement et le faire plier politiquement et le faire même imploser par des manifestations violentes qui résultent de l'étouffement économique. Mais l'incendie qui a eu lieu le 5 août aux Émirats arabes unis est pour moi directement lié donc à cette politique j'appellerais ça de containment économique, d'étouffement économique de l'Iran. Et c'est aussi lié à, je vais en parler, l'accord qui a été passé par la suite entre Israël et les Émirats arabes unis. L'incendie, pour moi, était une sorte d'avertissement lancé aux Émirats arabes unis, donc le bâton, oui. Et la carotte, c'est les accords passés avec Israël. Parce que l'objectif d'Israël et de son lobby aux États-Unis, au regard des Émirats arabes unis, concernant les Émirats arabes unis, c'était de détacher les Émirats arabes unis de l'Iran, sachant que les Émirats arabes unis est le deuxième pays le plus important en termes d'accords économiques et commerciaux. C'est le deuxième plus important partenaire de l'Iran. C'est pas rien. Alors maintenant, on va en venir au traité conclu entre Israël et les Émirats arabes unis. Donc le 4 août, une explosion dévaste une partie de Beyrouth. Le lendemain, le 5 août, un incendie se déclare dans un marché iranien aux Émirats arabes unis. Et 8 jours plus tard, le 13 août, les Émirats arabes unis normalisent leurs relations avec Israël et ouvrent la voie à des accords économiques. Donc, il y a une logique, il y a une séquence à analyser. Nous sommes en droit donc d'établir un lien de causalité entre cet incendie et l'accord.
Tout à fait. L'incendie pouvant être interprété comme une menace, comme je l'ai dit, un avertissement, le bâton, et un moyen de faire accepter la normalisation avec l'État hébreu, avec des avantages économiques à la clé, la carotte. Ce type d'accord ne se conclut pas en un jour. Il y a nécessairement eu des négociations préalables plus ou moins longues. L'annonce du jour au lendemain de la normalisation des relations israélo-émiraties indique que quelque chose a été décisif. Peut-être est-ce cet incendie, je ne sais pas. D'autant plus que les services secrets israéliens sont déjà bien implantés aux Émirats arabes unis. Une implantation qui a été renforcée, comme nous allons le voir, par les accords conclus récemment. L'objectif étant, dans le contexte de pression économique contre l'Iran, comme je l'ai dit, d'arracher la République islamique d'Iran à ses principaux partenaires économiques afin d'accentuer son étouffement. Le journal en ligne Times of Israel énumère les 5 domaines de coopération entre les Émirats arabes unis et l'État hébreu. La santé, la technologie, l'agronomie, le dessalement et la sécurité. Donc, depuis l'annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et l'État juif, le premier responsable israélien, qui a précédé la délégation israélienne qui s'est rendue aux Émirats arabes unis, à se rendre à Abu Dhabi, est Yossi Cohen, chef du Mossad. Ce qui est quand même important, ouais. Le 20 août dernier, le Times of Israel a rapporté, je cite, « La discussion mercredi avec le Conseil émirati à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun Ben Zayed, a porté sur la sécurité selon les médias des Émirats. » Selon un rapport de l'ONG britannique Privacy International publié en 2016, Israël comptait à cette époque 27 sociétés spécialisées dans la sécurité et la surveillance, soit 3,3 pour 1 million d'habitants contre 0,4% pour les États-Unis et 1,6% pour le Royaume-Uni. Les logiciels israéliens sont utilisés à large échelle en Amérique latine, en Asie centrale et en Afrique. Le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, aurait servi à surveiller des opposants dans de nombreux pays, selon des défenseurs des droits humains. Les Émirats comptent de nombreuses firmes spécialisées dans la sécurité et l'utilisation des caméras de surveillance y est très répandue. Fin de citation. Peu avant l'arrivée du chef de renseignement dans la capitale émirati, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accordé une toute première interview à la télévision émirati Sky News Arabia. Il a affirmé à cette occasion que les Émirats, je cite Benjamin Netanyahou, les Émirats arabes unis ne seraient pas le dernier pays arabe à faire la paix avec Israël, annonçant que d'autres nations suivraient ses pas. Fin de citation. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Iran n'ont pas tardé à se dégrader. Objectif atteint donc du point de vue israélien. Le 17 août, 4 jours après l'annonce de l'accord israélo-émirati, l'Iran l'a dénoncé comme étant une stupidité stratégique. Le même jour, un navire émirati a été saisi par les gardes-frontières de la République islamique d'Iran en raison du déplacement illégal dans les eaux de notre pays et son équipage a été arrêté, précise le communiqué. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a qualifié de grosse erreur la décision des Émirats de normaliser leurs liens avec Israël, les mettant en garde contre l'ouverture pour Israël d'une voie d'accès à la région. Alors, petite anecdote, l'accord israélo-émirati prévoyait, c'était tripartite, c'est Israël, États-Unis, Émirats arabes unis, prévoyait la livraison, la vente par les États-Unis aux Émirats arabes unis d'avions de chasse américains. Or, les Israéliens se sont opposés à cette clause. Benjamin Netanyahou s'y est opposé, arguant qu'il fallait que ce soit Israël qui ait une domination militaire régionale. Donc, il commence déjà à y avoir des couacs. C'est-à-dire que les Émiratis n'ont pas compris que l'objectif, ce n'était pas d'établir une alliance de nations égales, entre guillemets, nation, mais de devenir le vassal d'Israël dans la région. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Très bien. Alors, nous allons maintenant parler du Liban. Suite à l'explosion qui est survenue à Beyrouth le 4 août,
Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur cette explosion, je vous invite à aller voir l'émission Axe de la Résistance sur ERFM. La dernière émission est consacrée exclusivement à l'explosion du port de Beyrouth, aux tenants et aux aboutissants et au déroulé de cet événement. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont plutôt les réactions qui ont été suscitées au niveau international concernant ces explosions. Notamment la réaction de Donald Trump, qui est assez intéressante, Youssef. Oui, alors, je vais pas aborder les questions les aspects qui ont été abordés par nos amis de l'Axe de la Résistance. Ils ont abordé dans cette émission les détails, c'est-à-dire la présence du nitrate d'ammonium, comment il est arrivé là, le fait que le gouvernement d'alliance actuel, Aoun, Hezbollah, n'était pas au pouvoir à ce moment-là, et que le nitrate d'ammonium est un produit utilisé par les groupes terroristes, notamment en Syrie. Donc c'est très probablement une cargaison qui était destinée aux groupes terroristes agissant en Syrie et qui est restée au port de Beyrouth. Voilà, 7 ans au port de Beyrouth. Stocké 7 ans bloqué au port de voilà. Beyrouth. Donc il faut chercher les responsables chez les dirigeants libanais qui étaient en poste au moment où ce nitrate d'ammonium est arrivé au port de Beyrouth. Donc, lors de cette émission aussi de l'Axe de la Résistance, il nous expliquait de façon assez détaillée quelle zone contrôlait le Hezbollah et expliquant que le port de Beyrouth n'est pas et n'a jamais été une zone contrôlée par le Hezbollah. L'implantation du Hezbollah, c'est au sud Liban, à Beyrouth, au sud de Beyrouth. Et comme l'a très bien expliqué notre ami de l'Axe de la Résistance, à Beyrouth, les Libanais vivant dans le sud ne se baladent pas, ne sortent pas de leur quartier comme ça. C'est un système communautaire avec des zones à la fois confessionnelle, mais aussi sociale. Bref. Nous, donc, ce qui va nous intéresser là dans un premier temps, parce qu'après on va enchaîner avec d'autres aspects, ce sont les déclarations étranges de Donald Trump juste après l'explosion. Le président des États-Unis, qui dispose en principe, dans le domaine du renseignement, des moyens les plus importants de la planète, a déclaré que les explosions en question, je cite, ressemblait à un terrible attentat et que des experts militaires lui avaient parlé, à lui, Donald Trump, d'une bombe. Il poursuit, président des États-Unis, « J'ai rencontré nos généraux et il semble que ce n'était pas un accident industriel. Il semble, selon eux, que c'était un attentat. C'était une bombe », a déclaré le président des États-Unis. Il a retiré ses commentaires après que le Pentagone a refusé de confirmer ses dires sur ce que les généraux lui avaient communiqué et que le secrétaire à la Défense Mark Esper a confirmé la thèse de l'explosion accidentelle. Alors, mais il a quand même semé un petit doute. Il a quand même fait une déclaration. Oui, alors soit il est mythomane, soit il a révélé des informations qu'il n'aurait pas dû révéler. Alors, soit dans ce cas-là, soit il a fait une bêtise, il a commis une bêtise, soit il a laissé fuiter des informations pour mettre dans l'embarras les responsables. Je dirais sur ça que je suis d'accord, je pense que Trump ne fait pas d'erreur en tout cas quand il fait le repos, c'est toujours mesuré et c'est toujours en coordination avec le renseignement militaire surtout parce qu'il a quand même une énorme popularité dans l'armée américaine. Mais comme il a dit lui-même récemment dans une conférence de presse, il a dit que les dirigeants du Pentagone ne l'aiment pas parce qu'ils sont des gens qui veulent faire la guerre partout. Et on sait quel État en Moyen-Orient pilote tout ça. Et donc, pour moi, je le voyais plutôt comme un avertissement aux Israéliens, pour dire, parce que ce soit l'État islamique ou un autre groupuscule, on sait qui est derrière. Et puis, le grand puissance régionale, c'est Israël. Donc, c'est une bombe qui est capable de faire une bombe si spectaculaire comme ça. Si c'était une bombe, ça veut dire qu'il y a eu une organisation militaire étatique derrière. Donc, ça pourrait être aussi un avertissement aux Israéliens. C'est-à-dire, ne faites pas de la guerre. On ne va pas vous soutenir si vous déstabilisez le Liban.
vu le fait que le Liban était dans le sept pays en 5 ans Oui, annoncés de la liste. par la liste. Wesley Clark. Wesley Clark en 2012. Le général je pense. Wesley Clark qui avait révélé ça en 2007. C'était en 2007 que. Oui, il avait révélé ça en C'était 2007. après le 11 septembre qu'il a eu après le 11 septembre, l'information. voilà. Oui. Mais l'information de la liste des 5 ou 7 pays, on le lui a donné au lendemain du 11 septembre. Et je crois même que c'était au Pentagone. Et on lui a montré une liste de pays à attaquer. Voilà. Et il avait révélé ça lors d'une interview à Democracy Now! En 2007. Et la dame de Democracy Now!, Amy Goodman, n'a rien compris, l'a complètement oublié pendant tout le printemps arabe, pendant toute la guerre en Libye, toute la guerre en Syrie. On n'a jamais parlé de ça dans la gauche bien pensante, petite bourgeoise juif. Voilà. Et il faut préciser que Wesley Clark était commandant suprême de l'OTAN. Oui. C'est pas un petit général qui se balade au Pentagone. Hein. C'est quelqu'un qui a eu des responsabilités importantes. Donc effectivement, le Liban faisait partie de la liste des pays à détruire. Alors, au moment des explosions, donc à Beyrouth, parce que c'est 2 explosions successives, c'est la deuxième qui a été la plus impressionnante, indique l'agence de presse iranienne Mehr, 4 avions de reconnaissance de l'armée américaine ont été repérés près de Beyrouth, ce qui est inhabituel. Ces avions ont-ils permis aux renseignements états-uniens de récolter les informations transmises rapidement à Donald Trump qui a parlé de bombes et d'attentats? Sont-ils impliqués dans l'attentat lui-même? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le nitrate d'ammonium qui serait à l'origine de ces explosions est un produit stable, ce qui en fait un des explosifs les plus sûrs utilisés dans les mines. En principe, un incendie ne le fait pas exploser, à moins qu'il ne soit touché par un autre produit, comme le pétrole, ou qu'il soit chauffé au point d'être chimiquement modifié. Donc Trump, avec sa déclaration qui ensuite a été démentie, a quand même poussé les gens à mettre le doigt sur les quelques incohérences de la version officielle, notamment la présence des avions américains, l'ampleur de la deuxième explosion qui est totalement inhabituelle. Mais ce n'est pas la seule déclaration qui est digne d'intérêt. Il y en a une qui, pour le coup, est beaucoup moins ambiguë et qui nous vient tout droit du gouvernement israélien. Alors, il y en a 2. Il y a 2 citations intéressantes. Il y a celle de Moshe Feiglin et de Benjamin Netanyahou. Alors, Moshe Feiglin, il est décrit en Israël par la classe politique comme un fanatique, un extrémiste religieux. Sauf que cet extrémiste religieux, il a été député à la Knesset, parlement israélien, mais aussi vice-président de la Knesset, vice-président du parlement israélien. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités politiques. Alors, Moshe Feiglin a déclaré, juste après l'explosion à Beyrouth, je cite, « Aujourd'hui, c'est Toubav ». Alors, Toubav, c'est une fête juive. C'est la fête à Yahvé dans le livre des juges, fête de l'amour. Alors, il nous dit, aujourd'hui c'est Toubav, un jour de joie, et un véritable et immense merci à Dieu et à tous les génies et héros vraiment qui ont organisé pour nous cette merveilleuse célébration en l'honneur du jour de l'amour. Donc célébration pour l'explosion du port. Donc l'explosion a eu lieu le jour de Toubav, fête à Yahvé. Il continue, Moshe Feiglin, pour marquer les vacances de Toubav, nous avons un fantastique feu d'artifice depuis le port de Beyrouth. Vous ne croyez pas vraiment qu'il s'agissait d'un entrepôt de carburant mal géré, n'est-ce pas? Comprenez-vous que cet enfer était censé nous tomber dessus comme une pluie de missiles? Alors, c'est parce qu'il sous-entend par là que c'était des missiles du Hezbollah qui étaient abrités au port de Beyrouth. Or, on sait que le Hezbollah n'avait pas, en tout cas ce jour-là, de missiles au port de Beyrouth. Et d'ailleurs, comme je le disais, c'est pas une zone contrôlée par le Hezbollah, donc ils n'ont aucune raison de mettre leurs missiles là. Je continue. Moshe Feiglin. J'ai une certaine expérience des explosifs. La plus grande explosion à laquelle j'ai participé était de 2,5 tonnes de TNT. Ce que nous avons vu hier au port de Beyrouth était bien plus grand. L'effet destructeur sans rayonnement était comme celui d'une mini-explosion atomique. Si c'était nous, les Israéliens, et j'espère que c'était nous, alors nous devrions en être fiers. Et avec cela, nous créerons un équilibre de terreur. En évitant de dire que c'est nous,
nous nous mettons du côté obscur de la moralité. Nous sommes tous autorisés à nous réjouir. Donc Fin de déclaration citation. beaucoup moins ambiguë que celle de Trump, pour le coup. Voilà, moi c'est clair. Oui. Ça ne veut pas dire que ce sont les Israéliens qui ont... Non, non, non. Pas Mais d'avis il de- souhaiterait. Pour l'instant, je ne pointe pas de doigt accusateur. Voilà. On continue. Alors, après le drame de Beyrouth, les dirigeants israéliens ont fait mine de soutenir le Liban, allant jusqu'à illuminer la mairie de Tel Aviv aux couleurs du drapeau libanais. Gideon Lévy, journaliste à Haaretz, commente ainsi, dans le journal à Haaretz. Y a-t-il une manifestation d'hypocrisie plus écœurante? Quand Israël a démoli Dahia et d'autres quartiers de Beyrouth, le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv n'était pas éclairé aux couleurs du drapeau libanais. Quand Israël a tué des milliers de femmes et d'enfants innocents, jeunes et vieux, à Gaza pendant les opérations criminelles plomb durci et bord protecteur, la municipalité n'était pas éclairée aux couleurs du drapeau palestinien. Mais mercredi, nous avons tous été si humains, si libanais pendant un moment, jusqu'à la prochaine Dahia. Fin de citation. Concernant le Premier ministre israélien, là c'est tout à fait surprenant. Surprenant. Non, je dirais pas surprenant, je dirais que ça interpelle. Une semaine avant l'explosion à Beyrouth, il a menacé Benjamin Netanyahou, je cite, il dit « Nasrallah va apporter des problèmes au Liban à cause de l'Iran. Il a déjà commis une grave erreur en sous-estimant la détermination d'Israël à se défendre. Et l'État libanais a payé un lourd tribut pour cela. Je lui suggère de ne pas répéter cette erreur. » Fin de citation. En fait, il fait référence à la guerre de 2006, Tout à fait. guerre durant laquelle les Israéliens ont démoli une partie de Beyrouth et une partie du sud Liban, détruisant des ponts, des immeubles et tuant plus de 2000 civils. La majorité des tués étaient des civils. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre toutes ces explosions, ces attentats et ces réjouissances de l'État israélien avec la crise économique qui touche le Liban en ce moment? Alors, oui, il y a un lien. Comme pour ce qui est de l'Iran, la crise économique, les sanctions économiques font partie d'une stratégie, d'une application d'une stratégie géopolitique. C'est-à-dire qu'on étouffe économiquement, on fait plier politiquement et structurellement le pays, et la dernière phase, c'est la guerre. Alors, dans mon dossier, je fais un parallèle entre ce qui s'est passé juste avant, dans la séquence 2004-2006, c'est-à-dire résolution de l'ONU contre le Liban, assassinat de Rafik Hariri, le départ forcé des forces syriennes du Liban, puis l'attaque israélienne contre le Hezbollah, contre le Liban. Ajouté à ça, il y a eu la révolution colorée de Cèdre au Liban en 2000, c'était 2005, non, qui a aussi poussé les troupes syriennes hors du pays, qui a déclenché le printemps arabe. Et maintenant, on voit aussi des manifestations importantes au Liban. Et je pense que ça va dans Oui, effectivement. dans Et le juste sens. après le départ, juste après la résolution de l'ONU et le départ des forces syriennes, de l'armée syrienne du Liban, certains groupes libanais avaient manifesté leur joie dans les rues. Mais c'est une joie qui n'a pas duré longtemps parce que l'objectif, c'était de chasser l'armée syrienne, donc affaiblir le Liban pour pouvoir l'attaquer ensuite. Oui. Donc leurs réjouissances n'ont pas duré à ces Libanais, malheureusement. Alors, on va revenir sur la crise économique libanaise et on va reprendre cette séquence pour comprendre quel est le lien de causalité entre ces différents événements. Alors, le Liban traverse effectivement depuis 2019, plus précisément fin 2018, une grave crise économique qui l'a préalablement mise à genoux avant les explosions à Beyrouth. Philippe Ag Boutros, journaliste économique à L'Orient le Jour, donc journal libanais, rappelle qu'une des causes identifiées de cet effondrement économique est la crise du secteur financier, moteur historique du pays. Sans industrie forte ni ressources propres, le Liban s'est efforcé durant des années d'attirer des capitaux étrangers, allant jusqu'à proposer 20% d'intérêt sur les placements en dollars, explique Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation
pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'Institut de recherche d'études méditerranéennes. Ça lui a valu le surnom de Suisse du Moyen-Orient, ajoute-t-elle. Philippe Boutros précise que ces flux se sont progressivement taris en raison notamment des tensions géopolitiques dans la région. L'Iran, qui aidait la communauté chiite, a été affaibli par les sanctions économiques américaines. Les pays du Golfe, affectés par la chute du prix du pétrole, ont aussi réduit leurs investissements. Les conflits en Irak et en Syrie ont déstabilisé toute la région. Résultat, le secteur financier traverse une crise de confiance qui ne lui permet pas de remplir son rôle, qui était de financer l'économie et surtout des institutions publiques qui ont accumulé les déficits pendant des décennies. Fin de citation. Cette crise financière a entraîné donc une dévaluation de la livre libanaise, qui est à parité fixe avec le dollar, ce qui a fait exploser les prix des produits de base, dont 80% sont importés. Le taux d'inflation sur un an a atteint 56,6% en mai 2020. La viande et les légumes sont vendus à des prix inabordables pour la plupart des Libanais. La livre libanaise est indexée sur le dollar depuis 1997. Depuis le début de la crise, fin 2018, il est devenu difficile de faire des retraits en dollars. Et depuis mars 2020, les banques libanaises ne délivrent plus de dollars et ont interdit les virements vers l'étranger. Par suite, les commerçants sont devenus réticents à se faire payer en dollars et le taux de change est passé de 1507,5 livres pour 1 dollar, taux officiel, à 1 dollar pour 2000 livres fin 2019. Par conséquent, le marché noir s'est développé. En avril 2020, 1 dollar valait 3800 livres. Et en juin 2020, donc il y a quelques mois, le dollar s'échangeait à 7000 livres sur le marché noir. Hassan Nasrallah a accusé les États-Unis, je cite Nasrallah qui dit, donc secrétaire général du Hezbollah, et il a accusé les États-Unis d'empêcher le transfert de dollars en quantité suffisante vers le Liban. Les Américains font pression sur la Banque du Liban pour l'empêcher d'injecter des dollars en quantité suffisante sur le marché. Donc une des causes de la crise financière, crise bancaire libanaise, sont les restrictions américaines dans le cadre de transfert de dollars, puisque la livre est indexée sur le dollar. Donc c'est voulu. Et je peux faire remarquer que ça, le système à deux monnaies dans un pays, c'est la méthode traditionnelle qui sont utilisées par les empires ou les grandes puissances pour mettre sous tutelle économique des pays plus faibles ou qu'ils veulent soit coloniser, soit s'accaparer ou diviser. Et un exemple qui est assez connu, mais c'est le franc CFA, par exemple, qui était indexé sur le franc, puis en 2001, qui est devenu indexé sur l'euro, et qui est imprimé en Occident, ce qui fait que toujours la monnaie qui est mise en circulation en Afrique ou dans les pays africains ne suffit jamais à payer, ou enfin ne correspond jamais au budget, ce qui fait qu'ils sont en permanence obligés de s'endetter et de subir des plans de sauvetage du FMI. Plans de sauvetage qui les empêchent d'avoir une forme d'autonomie nationale, parce que le FMI leur impose des normes qui font qu'ils sont obligés de rester dans le système de commerce mondial, tout simplement. Et les plans de sauvetage du FMI leur imposent soit des restrictions budgétaires, du coup de les appauvrir, soit de s'endetter encore plus. Et il me semble que c'est également ce qui est en train d'arriver au Liban. Oui, d'ailleurs, l'histoire de la monnaie libanaise, d'après les accords de Sykes-Picot et le mandat britannique et le mandat français, la monnaie libanaise, la livre libanaise, qui s'appelait en fait avant la livre syro-libanaise, était indexée sur le franc. Et comme je l'ai dit, donc ensuite, la livre libanaise s'est séparée de la livre syrienne. Et dans un dernier temps, comme je l'ai dit, à partir de 1997, la livre libanaise a été indexée sur le dollar. Ce qui montre en fait... Le changement de domination. Voilà, c'est ça. Ça désigne le nouvel empire. Alors effectivement, le FMI arrive à la rescousse à ce moment-là. Et le Liban ne fait pas exception. Donc je rappellerai encore une fois ici les recettes du Fonds monétaire international. C'est austérité budgétaire, contraction du crédit, déréglementation, privatisation
et libre-échange de marchandises et de capitaux. Ces réformes exigées par l'institution internationale conduisent toujours au même résultat, la destruction sociale du pays, à l'instar de la Grèce. Chaque fois que des pays en voie de développement se trouvent en déficit budgétaire, à cause de la politique préconisée par l'Organisation mondiale du commerce et le FMI intervient en faisant entrer des capitaux étrangers pour combler le déficit. Rôle que la banque centrale de chaque pays peut remplir, mais qu'interdit le FMI. Et d'ailleurs, le patron de la banque centrale libanaise, qui est en poste depuis 1993, a été mis en accusation. Mais pas seulement lui, le gouvernement de Rafik Hariri, le père de Saad Hariri, donc, qui est mort en février 2005, a, en tant que Premier ministre, mené une politique de libre-échange au Liban. Et cette politique de libre-échange a contribué à détruire plus encore l'économie libanaise. À partir de 2006, il y a eu donc, l'année en fait, de l'intervention, enfin, de l'invasion, tentative d'invasion israélienne, il y a eu un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Liban. Et cela a détruit, contribué à éroder plus encore l'industrie libanaise parce qu'on faisait entrer sur le territoire libanais des produits de grandes entreprises européennes qui entraient en concurrence directe avec les produits libanais. Donc, le secteur financier asséché par la politique américaine, le système de libre-échange qui a détruit l'économie libanaise, tout cela a contribué à mettre à genoux le Liban dans le cadre de cette stratégie géopolitique visant notamment le Hezbollah, parce que une des conditions du FMI pour aider le Liban est en fait le découplement du Liban et de l'Iran, c'est-à-dire en fait un affaiblissement du Hezbollah. Et c'est ce que dit Agnès Levallois, que j'ai cité précédemment. Elle explique que l'influence d'acteurs extérieurs comme l'Iran entrave la mise en place des réformes réclamées par le FMI. Ou qu'il faudrait mettre de côté les dirigeants libanais qui sont affiliés au Hezbollah. Voilà, alors là on y vient. L'enquête se poursuit et maintenant on va se pencher sur les commanditaires de ces sanctions contre le Liban. De toute façon, il n'y aura pas de surprise, mais il faut apporter des preuves. Voilà. Alors, si l'on suit les faits chronologiquement, il apparaît que la révolte des Libanais à partir d'octobre 2019, qui est légitime, mais qu'on a tenté de pervertir en l'orientant contre le Hezbollah, lequel est étranger au problème économique du Liban, a été précédée par des sanctions économiques états-uniennes contre le Hezbollah et ses alliés, aggravant la crise. Alors, on va reprendre la chronologie des faits. Les États-Unis ont imposé en juin et juillet 2019, donc avant les manifestations d'octobre 2019, donc en juin et juillet 2019, des sanctions à l'encontre de plusieurs responsables politiques du Hezbollah, dont, et ce fut une première, certains élus au Parlement. Le président du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohamed Rad, et son collègue, le député Amin Cheri, ont vu leur nom inclus sur la liste des personnes visées par Washington. Également visé par ces sanctions, un responsable sécuritaire du groupe politique Hezbollah, Shafiq Safa. Un mois plus tard, l'Office of Foreign Assets Control, l'organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, a sanctionné la Jamal Trust Bank pour avoir, je cite, avoir sciemment facilité des activités bancaires, donc du Hezbollah. La banque qui a nié les accusations a été contrainte de fermer par la suite, à cause des sanctions américaines. En août 2019, l'on apprenait par le journal Al-Akhbar que les autorités états-uniennes envisageaient d'adopter des sanctions économiques contre des personnalités chrétiennes soutenant le Hezbollah, notamment des hommes d'affaires proches du courant patriotique libre du président de la République libanaise Michel Aoun, le général Michel Aoun, du Parti social nationaliste syrien et des Maradas de Sleiman Frangieh. Ces sanctions ont été dénoncées par les autorités libanaises. On prétend aider le Liban, mais on sanctionne des hommes politiques et des
et des banques libanaises. Les États-Unis accusent ainsi les deux parlementaires libanais d'utiliser leur poste pour des activités violentes, selon le communiqué. Le Hezbollah, indique le communiqué du Trésor américain, contrôlé, comme nous le verrons plus loin, par le lobby pro-israélien, utilise ses parlementaires pour manipuler les institutions libanaises et soutenir les intérêts financiers de groupes terroristes, entre guillemets, et d'améliorer les activités malignes de l'Iran. Le gouvernement américain indique vouloir ainsi continuer de soutenir les efforts du gouvernement libanais pour protéger ses institutions de l'Iran et de ses proxys terroristes pour un avenir prospère et en paix. Le président de la Chambre libanaise a estimé qu'elle constituait une attaque contre le Liban et ses institutions, ce qui est évident. Dans un article du 4 octobre 2019, l'agence Associated Press rapporte que, je cite, « L'administration Trump a intensifié les sanctions contre le groupe militant libanais et les institutions qui lui sont liées à un niveau sans précédent, ciblant pour la première fois les législateurs ainsi qu'une banque locale qui, selon Washington, a des liens avec le groupe », et de préciser qu'en septembre 2019, le mois précédant les manifestations dans les rues libanaises, 2 responsables américains se sont rendus à Beyrouth et ont averti que les sanctions allaient augmenter pour priver le Hezbollah de ses sources de revenus. Fin de citation. Un des 2 responsables américains qui s'est rendu à Beyrouth pour menacer le gouvernement libanais est l'assistant du secrétaire d'État US pour les affaires proche-orientales, David Schenker, un juif américain qui agit en faveur du lobby pro-israélien AIPAC. Vous trouverez les références dans mon dossier. L'AIPAC qui est le plus grand lobby agissant aux États-Unis. Le plus puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Alors, les États-Unis, bras armés d'Israël, ont sciemment aggravé la crise financière et économique libanaise pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il se détache du Hezbollah, qui est lui-même mis sous pression. Dans cette séquence, la responsable de la politique de pression économique visant le Liban est la sous-secrétaire au Trésor chargée du terrorisme et du renseignement financier, Sigal Mandelker. Elle a déclaré lors d'un déplacement aux Émirats arabes unis en septembre 2019, vous noterez, aux Émirats arabes unis en septembre 2019. Nous avons récemment pris plus de mesures contre le Hezbollah que dans toute l'histoire de notre programme antiterroriste. Et d'ajouter que Washington est convaincu que le gouvernement libanais et la Banque centrale feront ce qu'il faut ici en s'assurant que le Hezbollah ne puisse plus avoir accès aux fonds de la banque. Fin de citation. Alors, Madame Mandelker, qui est-elle, Sigal Mandelker? C'est une avocate juive américaine se présentant comme une enfant de survivants de l'Holocauste. C'est comme ça qu'elle se présente, politiquement. C'est une catégorie politique, enfant de déporté. En 2008, ça c'est intéressant, en 2008, alors qu'elle était dans la division criminelle du ministère de la Justice, Sigal Mandelker a fait partie de l'équipe de hauts fonctionnaires du ministère qui ont refusé de donner suite aux accusations fédérales contre Jeffrey Epstein, milliardaire juif américain, agent d'Israël et prédateur sexuel à la tête d'un réseau de prostitution pédophile. Le magazine américain The Atlantic désigne dans un article du 20 juillet 2019 Sigal Mandelker comme étant la femme au centre de la politique anti-iranienne de Trump. Je cite The Atlantic. En fait, la plupart des actions punitives de l'Amérique contre l'Iran se déroulent dans un monde non pas physique mais financier. Et les sanctions sont l'outil principal que les États-Unis utilisent contre ce qu'ils considèrent comme le comportement provocateur de la République islamique, en particulier pour les 3 dernières administrations présidentielles et jamais autant que pour celle-ci, l'administration Trump. Et c'est la fonctionnaire du Trésor Sigal Mandelker qui a la main sur le levier. Dans l'échange de provocations et de discours belliqueux entre les États-Unis et l'Iran, 2 hauts fonctionnaires faucons, John Bolton et Mike Pompeo, John Bolton a été depuis limogé par Donald Trump, pourraient être les visages publics de la campagne de pression maximale de Trump contre la République islamique. Mais c'est Mandelker et le bureau qu'elle supervise en tant que sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier qui s'occupent de l'exécution proprement dite.
Elle est l'une des responsables les plus puissants qui conçoivent la stratégie de l'administration de Trump pour forcer la capitulation iranienne, ou à défaut, peut-être même l'effondrement du gouvernement. Donc, l'objectif à atteindre par les sanctions économiques, c'est l'effondrement du gouvernement iranien et aussi libanais. Sans aucun doute, les sanctions fonctionnent, s'est exclamée Madame Mandelker, citant les plaintes des Iraniens selon lesquelles leurs exportations de pétrole étaient à leur plus bas niveau jamais atteint et que les proxys iraniens tels que le Hezbollah lançaient des appels aux dons. Madame Mandelker fait tout cela pour soutenir l'État hébreu. The Atlantic rapporte ainsi que l'avocate a un autre objectif déclaré, et c'est celui qui l'anime particulièrement. Les mauvais acteurs ont besoin d'argent pour faire de mauvaises choses, dit-elle, avec un air furieux, alors qu'elle cite une litanie de méfaits iraniens allant de la menace envers Israël au soutien de Bachar el-Assad en Syrie. Elle se présente personnellement comme une enfant de survivants de l'Holocauste et a parlé publiquement du rôle du département du Trésor des années 1940 dans le gel des avoirs nazis, à peu près au même moment où ses parents se cachaient en Europe de l'Est. Ils se cachaient sous terre, dans les forêts, dans les fossés et sous les meules de foin, a-t-elle déclaré lors d'un discours au musée de l'Holocauste en avril. J'ai grandi en entendant leurs histoires, y compris sur les moments de grand courage, dont certains ont abouti à la survie et d'autres à la mort. The Jerusalem Post, journal israélien, explique que l'attachement de Madame Mandelker à Israël est à la fois tribal et idéologique. Je cite le Jerusalem Post. Bien qu'elle ait des liens avec Israël, Madame Mandelker a grandi aux États-Unis et sa position ouvertement pro-israélienne semble plus ancrée dans l'idéologie que dans une simple affiliation tribale générale. Donc on apprend qu'elle a des liens avec Israël et que c'est une sioniste idéologique de combat. L'on apprend encore que Stuart Levey, ou Lévy en français, qui sous l'administration de George W. Bush a été le fonctionnaire fondateur dans le rôle qu'occupe aujourd'hui Madame Mandelker, se souvient avoir travaillé avec elle au ministère de la Justice après le 11 septembre et dit qu'elle était constamment à son bureau à cette époque essayant de trouver de nouvelles façons de cibler Al-Qaïda. Fin de citation. Alors il faut rappeler qu'Al-Qaïda est une création américaine et que les Américains ont continué de soutenir Al-Qaïda jusqu'à aujourd'hui en Syrie. Al-Qaïda, Al-Nusra. Donc les sanctions contre Al-Qaïda, on ne les a jamais vues. Par contre, on a vu un soutien actif des Américains à ce groupe terroriste et à d'autres. Alors, Mandelker a été mise à l'honneur par The Jerusalem Post, où elle est présentée comme celle qui porte plus que quiconque sur la planète atteinte à la capacité de Téhéran à poursuivre ses plans d'hégémonie nucléaire et régionale. Fin de citation. Elle a aussi dans sa ligne de mire les liens économiques de l'Iran avec les Émirats arabes unis, car d'après elle, je cite Madame Mandelker, la Banque centrale d'Iran a utilisé 6 sociétés écrans et un vaste réseau de change en Iran et aux Émirats arabes unis pour exploiter le marché d'échange des Émirats arabes unis afin de transférer des millions de dollars américains en vrac. Donc, cela confirme bien ce que je disais précédemment, à savoir que le détachement de l'Iran et des Émirats arabes unis est une stratégie israélienne. Et celle qui est en charge de ces dossiers-là au Trésor américain est une juive américaine pro-israélienne. Alors pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vais terminer sur ce point, sur une petite liste, les différents postes du Trésor états-unien, donc l'équivalent du ministère de l'économie et des finances en France, sont occupés traditionnellement par des membres de la communauté juive. Voici une liste qui ne remonte qu'à l'année 2004, donc sous l'administration de George W. Bush. Donc, administration George W. Bush, 1, 2, administration Obama, 1, 2 et administration Trump. Alors, on a Stuart Levey, David Cohen, Adam Susbin, juif orthodoxe, Steven Mnuchin, secrétaire du Trésor, investisseur et homme d'affaires de la banque juive américaine Goldman Sachs, Sarah Bloom Raskin, Sigal Mandelker, que j'ai cité précédemment, et qui a quitté son poste en octobre 2019 pour retourner dans le privé, et Justine Muzinik,
Donc, tous ces gens-là, installés au cœur de l'appareil d'État américain, au Trésor, ministère de l'économie et des finances, appliquent une politique pro-israélienne. Pro-israélienne, pro-sioniste, une politique qui est explicitée, si je ne me trompe pas, dans le plan Oded-Yinon, qui vise à la dislocation des pays arabes qui entourent Israël. J'invite les auditeurs de RFM à lire les chroniques du sionisme de Youssef Indy pour avoir une vision d'ensemble historique et géopolitique de l'évolution de la politique israélienne, de l'aide américaine, des relations avec l'Iran et le Liban depuis 2015. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Pour finir, nous allons désormais parler du Covid et plus spécialement des réactions, des manifestations et des mouvements anti-Covid qui se déroulent actuellement en Allemagne et en Hollande. Géroïde. Pendant le confinement, ce que j'ai remarqué, c'était qu'il y avait énormément des scientifiques qui parlaient, qui dénonçaient l'imposture en Allemagne. Je dirais même qu'il y a eu une révolte scientifique assez conséquente en Allemagne. Je pourrais citer des noms comme, par exemple, Frank Ulrich Montgomery, qui est le président de l'Association des médecins et aussi le président de la Fédération des médecins mondiale. Des médecins comme Peter Gotz, Osterholm, Dr. Katz, Dr. Roussel, Dr. Lass, Kraus, Dr. Jenno Ebert, Bodo Schiffmann, Karl Probst, Dr. Strick, Heiko Schöning. Il y a en fait des centaines, sinon si même pas des milliers des médecins. Font partie de la scène publique, politique allemande. Et des virologues en Allemagne qui dénoncent l'imposture depuis longtemps, la pseudoscience. Karin Mühling de l'université de Max Planck à Berlin, qui est peut-être la virologue le plus connue en Allemagne, a dit la même chose à la télévision allemande. Donc, je dirais que même dans la presse mainstream en Allemagne, il y a eu plus de dissidence. L'épidémiologue en chef en Allemagne s'appelle Christian Drosten. Ce qui se passait en Allemagne, c'était un peu comme en France. On dépendait pratiquement entièrement, des propos de Dr. Ferguson de Imperial College London. Donc en fait, en Europe, c'était Neil Ferguson qui a lancé le confinement. C'est lui qui était vraiment responsable pour les modélages truqués, etc. Et Christian Drosten, dans un entretien en Allemagne, a dit que lui, il se reposait entièrement sur les études faites par Ferguson. C'est-à-dire que l'Allemagne, la France, plusieurs pays d'Europe dépendaient entièrement d'un escroc de Imperial College London pour confiner toute la population, pratiquement toute la population de l'Europe. Ce qui est intéressant, parce qu'on demande toujours pourquoi la Suède n'a pas fait confinement, c'est parce que, et ça c'était expliqué par le professeur Strick en Allemagne, il a dit qu'en Allemagne, Christian Drosten, qui était plus ou moins l'épidémiologue en chef, il est virologue. Donc, il est spécialiste plutôt de ce qui c'est un virus, ce qui est dans son essence, pour ainsi dire, alors que Strick était épidémiologue, c'est-à-dire que l'effet d'un virus sur une population, etc. Alors qu'en Suède, c'était un épidémiologue qui prenait les décisions. Anders Tegnell était épidémiologue, donc il a suivi le protocole normal pour le virus, pour la grippe saisonnière, c'est-à-dire prenez-vous des précautions, soyez vigilants, etc. Et puis on va avoir une immunité naturelle et on va laisser les choses comme ça. Donc ça a marché parfaitement en Suède. J'entends en France c'est assez ridicule, mais ça semble venir de médias gauchistes progressistes que le Suède est supérieur. Les Suédois sont plus disciplinés que nous. Les Suèdes sont des bêtes, hein. Ils sont aussi bêtes que tous les autres Européens. Il n'y a rien spécial, intelligent en Suède. C'est juste que par hasard, la décision qu'ils ont prise était la bonne parce qu'il y a eu une séparation de pouvoir entre l'État
et les médecins là-bas. Donc, en fait, c'est par hasard. Normalement, le Suède aurait suivi. Ce n'a rien à voir avec la discipline du peuple, avec leur supériorité. C'est tout simplement le fait qu'ils ont laissé les experts, les vrais experts, parler là-bas, alors qu'ils ont censuré les experts en Allemagne et en France et dans tous les autres pays de l'Europe. Donc, en Allemagne, il y a eu une énorme fuite aussi du gouvernement, un rapport du gouvernement il y a eu une fuite, et en fait, dans laquelle le gouvernement a plus ou moins admis qu'il mentait, qu'il y a eu une manipulation, etc. Donc, je pense que tout ça a engendré la manifestation de masse qu'on a vue à Berlin, qui est la plus grande manifestation de masse depuis la chute du mur. C'était un énorme événement. Et je vous invite à aller regarder les images, car d'après les autorités, il y avait 38 000 personnes, cette manifestation à Berlin, et je vous invite à aller regarder les images. Oui, c'était au moins 1 million de gens. Donc, ça a été interdit après, parce que même la manifestation de masse à Berlin n'aurait pas eu... c'était pas autorisé, et puis ils ont eu l'autorisation. Ils voulaient faire un autre. Bien évidemment, s'ils arrivent à faire un autre, ça va être encore plus, parce que ça, c'est en train de se croître partout en Europe. Moi, je dirais que l'Allemagne et Berlin est devenu le centre de la résistance en Europe maintenant. Donc, j'écrivais sur ça pendant le confinement parce que je voyais qu'en Allemagne, il y a eu une explosion des scientifiques qui faisaient des vidéos. C'était partout, et même s'ils étaient censurés, il y avait toujours notre vidéo. Et donc, très vite, les Allemands se sont organisés pour créer des communautés. Maintenant, c'est en train de se faire en France et dans tous les autres pays, mais je pense qu'il faudrait une communauté européenne unifiée, capable de mener une enquête contre l'Union européenne. Parce que aussi, en Allemagne, il y a eu Wolfgang Wodarg qui était parmi les premiers de dénoncer l'imposture. Wolfgang Wodarg, Dr. Wodarg, c'est celui qui a dénoncé l'imposture en 2010 de H1N1, qui pratiquement n'a jamais existé, mais qui a été utilisé par l'OMS pour créer une panique et hystérie encore, et qui avait à l'époque mené une enquête contre l'OMS, donc au sein du Parlement européen, qui était le responsable du Parlement européen pour santé à l'époque. Quand j'ai vu après, comme les médias ont traité tous ces experts, ça décrédibilise encore plus les médias de masse. Mais juste pour expliquer pourquoi l'Allemagne, pourquoi Berlin, je pense que c'est lié à la révolte des scientifiques très, très conséquente qu'il y a eu en Allemagne pendant le confinement. Et à la différence en France, le médecin qui est à la tête de la révolte anti-Covid, c'est Didier Raoult. De ce que j'ai compris, les Allemands, les médecins allemands ne se limitent pas à une analyse simplement médicale et épidémiologiste. C'est ça, tout à fait. Ce qui se passait en Allemagne, quand vous écoutez les médecins qui ont dénoncé ça, ils ont tous dit que c'était une hystérie, et pas seulement ça, mais que c'était un enjeu politique, un agenda politique. Directement au gouvernement. Et que ce n'était rien à voir avec la science. Donc, ils n'ont pas passé tout leur temps à décrire les détails d'un virus qui monte et qui descend, etc. J'ai pas écouté toutes les interventions de Didier Raoult, mais je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment dit qu'il fallait se révolter. Il fallait aller dans les rues, il faut se révolter. Il y a quelque chose de politique ici, sérieuse. Il y a, par exemple, en Allemagne... Il se cantonne uniquement au milieu médical. Les scientifiques en Allemagne parlaient d'une dictature. Et donc, la menace d'une dictature, et que si les gens ne révoltent pas, il n'y aura plus de liberté. Donc, ils avaient compris l'enjeu politique très vite, et aussi, ils appelaient à la révolte, et ils s'organisaient pour ça. Donc, je pense qu'en France, on a focalisé beaucoup sur Didier Raoult, sur sa personnalité, etc. Je me demande où ça va, parce que... Ça n'a pas beaucoup de débouchés au niveau politique. Je ne l'ai pas vu dans les rues en train de dire allez vous révolter, c'est une hystérie, etc. Ouais. C'est plutôt des analyses sur Internet, mais là, il n'y a pas eu une révolte en France. C'est assez étonnant. Et c'est vrai, quand on regarde les images des manifestations en Allemagne, les panneaux qui défilent, c'est Stopp der Corona-Lüge, arrêtez le mensonge du corona,
Bill Gates veut nous vacciner, il fait partie d'un réseau pédosataniste. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont assez fortes, assez occultes ici. Et y compris des symboles qui sont assez marrants. Ils en appellent la renaissance un peu du peuple allemand et de la nation allemande, et ils défilent avec des drapeaux du Deuxième Reich. Oui. Avec des aigles impériaux, avec des visages de Bismarck. Ils veulent un retour à l'ordre et un retour à la souveraineté de la nation allemande et arrêter toutes les absurdités idéologiques qui l'affligent. Et c'est ce qui fait aussi que un peu moins ici, ceux qui ne croient pas à la version officielle de Corona sont vaguement traités de complotistes, mais là-bas on dit carrément que c'est l'extrême droite. Donc ils défilent pas avec des drapeaux du Troisième, mais quand même du Deuxième Reich. Symboliquement est assez fort. Oui, je pense qu'ils ont été colonisés après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Moi, j'ai étudié à Berlin il y a une vingtaine d'années, donc je connais très bien la mentalité des Allemands. Et ils se sont vraiment... quand j'habitais là-bas, il y avait ce qu'on appelait die Schuld. Cet esprit d'être responsable pour... Schuld, c'est la culpabilité. La culpabilité des responsables pour la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et je pense que depuis une bonne dizaine d'années, je vois en Allemagne une explosion de médias indépendants sur Internet. C'est très bien fait. Et depuis petit à petit... Les Allemands sont en train de prendre en main leur propre histoire et leur propre direction. Mais c'est très positif ce qui se passait en Allemagne parce qu'on a besoin d'une capitale européenne, que ce soit Berlin, Paris ou Londres, pour piloter un mouvement de masse européen. Et donc, heureusement, Berlin, maintenant, c'est, à mon avis, c'est le centre de la dissidence. Berlin, l'axe de la résistance. Ça fait rêver. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Chers auditeurs, cette émission très riche et qui j'espère sera pour vous aussi enrichissante touche à sa fin. Vous pourrez désormais suivre les chroniques de la paix universelle à un rythme régulier sur ERFM. Merci Youssef, merci Géroïde. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Chers auditeurs, au revoir et à bientôt pour la prochaine émission. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial.